Ah, tu dis ça. Bien, bonsoir à tout le monde, à tous chez gens. Nous retrouvons là, chez le mois de février. Deuxième séance de l'année, cinquième de la saison. Enfin, c'est formidable. Avant, j'ai une vitesse du diable. Alors là, je vous ai mis donc en gros plan un dessin parce que l'auteur qu'on va aborder ce soir ensemble, il est assez connu, mais le dessin l'est beaucoup moins. Et puis il résume un petit peu avec deux ou trois symboles l'œuvre de Pierre Garnier. Pierre Garnier, je vais revenir en détail sur son parcours dans la Miennois. Il est né à Amiens. Mais donc, vous avez là une vue de Pierre Garnier. C'est daté de 1997, qui était un dessin de Jacques Dulphy, qui avait été envoyé à Pierre Garnier à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages. Je vous redonnerai les détails. Et puis, vous avez deux symboles importants. Peut-être un qu'on remarque tout de suite en haut à gauche, avec des espèces d'atomes ou plus exactement en fait de planètes qui sont là. Ça symbolise le côté spatial, le spatialisme. Je vais vraiment y revenir longuement. Et puis le doigt de Pierre Garnier sur lequel s'est posé un oiseau. Et les oiseaux sont un, un fil conducteur très important de la vie de Pierre Garnier et donc de son œuvre en particulier. Ce dessin, vous l'aurez dans les documents que je vais partager. Euh, donc, bon, je trouvais amusant de commencer par un dessin, mais vous allez rapidement voir une photo, enfin, plusieurs photos de Pierre, bon, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois. J'ai un petit peu correspondu aussi avec lui. Comme on le dit bien souvent dans ce cas-là, jamais suffisamment, mais c'est quelqu'un qui était assez incontournable. Et puis donc là je suis en train de préparer pour vous faire partager donc une photo pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est, donc là, vous avez une photo de Pierre Garnier chez lui. Et il y a à nouveau un oiseau. Il y avait toujours des oiseaux, bien souvent vivants, hein, à côté de lui, mais aussi symbolisés par des poteries, des dessins, des sculptures. Voilà, Pierre Garnier. Donc, à la fin des années 1990, au début des années 2000. Cet auteur important important par son influence, important par son travail, euh, mais pas par la quantité de ce qu'il a produit, mais par la diversité, par les sujets qu'il a pu aborder. J'y reviens. Quelques dates repères. Pierre Garnier était né en 1928, le 9 janvier 1928 à Amiens. Et il a fait toute son enfance dans le quartier Saint-Roch. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop bien Amiens, le quartier Saint-Roch, c'est celui de la gare Saint-Roch. Il y a deux gares à Amiens. Il y a la gare centrale, et puis à côté de la Tour Perret. Et puis, il y a une gare un peu plus à l'ouest, en direction d'Abbeville ou de Rouen, puisque les trains se séparent pour aller vers Rouen également. À la gare Saint-Roch, c'est une gare qui est plus industrielle, mais qui est aussi une gare populaire pour les ouvriers essentiellement. Et donc, lui, il est vraiment de ce quartier tout près du bassin de la Haute-Oie. Ça, c'est plus connu, le zoo. Voilà, on est dans ce secteur-là. Et donc, ses parents habitent là, sa famille habite là, dans différentes rues. Vous aurez le détail dans le document. Donc, il naît en 1928, hein, donc il y a presque un siècle. Et il décédera à Cesseval. Je prononce Cesseval comme je dirais un méridional, en piqueur dit Cesveau. Le 1er février 2014, donc il y a tout juste 10 ans. Et donc, c'est son village d'adoption. Cesseval, c'est un petit village. Il y a Cessemont et Cesseval qui forment une commune. Petit village du sud amiénois, du sud-ouest amiénois, assez proche de Piquigny. Je vais dire entre guillemets étonnamment, mais ça sera par rapport à un de ses ouvrages. Et il n'a pas d'attache à Cesseval. C'est un endroit qu'il a choisi d'habiter en achetant le presbytère qui était en vente à la fin des années 1960. Et donc, un petit peu quelques mots de sa famille, c'est important.
Euh, Pierre Garnier, donc, ses grands-parents sont arrivés à Amiens. Son grand-père, Charles Garnier, il est cordonnier rue Rambaud, donc vraiment tout près de la gare Saint-Roch. Et donc, ce grand-père a 43 ans à la naissance de son fils André. Hein, le père de Pierre Garnier se prénomme André, contrairement à René, qui peut être trouvé parfois dans certains ouvrages. C'est vraiment André. Et puis sa grand-mère, donc la femme de Charles Garnier, Honorine Guichard, a 37 ans à ce moment-là. C'est une paysanne normande sans profession qui arrive à Amiens et elle a la main verte. Elle fait un petit peu, enfin, un petit peu, je ne sais pas la quantité, mais enfin, elle fait du jardinage, des choses comme ça. Et donc de ce couple amiénois, donc cordonnier, il en parle de temps en temps. Pierre Garnier a très peu écrit en picard. Hein. Je dis, il a énormément écrit en français, et très peu. C'est un peu comme Phileas Lebègue. Hein. C'est des gens comme ça, comme Géoli Brec à Tournai. Des gens qui ont une grosse œuvre avec une partie picarde importante. Donc ce couple a donc un fils André. Et André Garnier, qui est né donc en 1901, il va avoir une importance aussi. Il va y avoir une sorte de compagnonnage entre le père et le fils au moment des clitrats en particulier. André Garnier va se marier à Georgette Cuvillier en 1927 et puis Pierre va naître en 1928. Et donc la maman de Pierre Garnier, elle est amiénoise aussi, elle est de Saint-Leu. Euh, Elle a une famille qui est des ascendants dans la région de Doulan, à Grouche en particulier. Ce grand-père, de ce côté-là, il est boulanger, il vient travailler à Amiens, il devient ouvrier boulanger et puis marchand de frites ambulant, mais on est dans des petites gens, des gens très humbles. Le grand-père boit, enfin, il y avait vraiment de grosses difficultés sociales, familiales. Ils vivent à la cloche de bois, hein, c'est cité par Violette Garnier, la fille de Pierre. Et puis, ils ont une vie assez misérable. Et Pierre Garnier dira de sa grand-mère de ce côté-là qu'elle était faible de la tête. Hein, voilà, donc c'est vraiment de famille humble, mais très, très simple. Mais Georgette, la femme d'André Garnier, la future femme d'André Garnier, était une très bonne élève, intelligente, hein, issue donc extraite de ce milieu social, et elle est aidée par un pasteur. Alors, mystère, pourquoi un pasteur? Pourquoi pas? Qui s'intéresse à elle et qui va la pousser à faire quelques études. Elle va étudier de la poésie, elle va réciter des poèmes, dont ceux d'Édouard David. Hein, cette mère de Pierre Garnier, elle est originaire de Saint-Leu. C'est elle qui va passer la fibre des marionnettes des cabotants amiénois à Pierre. Et puis, elle va être embauchée, elle va trouver du travail dans une banque qui s'appelle le Comptoir national d'escompte. Alors, moi, c'est un vieux mot qui me dit quelque chose de ma jeunesse, mais donc, qui est devenu ensuite la BNP. Donc, il y a eu la BNCI aussi, enfin, tout ça, mais il y a la BNP. Donc, voilà, le Comptoir national d'escompte. Et c'est là qu'elle va rencontrer son futur mari, André, qui lui va gravir tous les échelons de la carrière au sein de la banque. Et il finira sa carrière en tant que fondé de pouvoir, donc vraiment un poste très important dans la banque. Et ils habitent toujours dans Saint-Roch, la rue d'Argent, qui est parallèle à la rue Rambaud. Donc, toujours là, tout près, entre la gare Saint-Roch et puis le bassin de la Haute-Oie. Il s'installe là vers 1923, le couple. Après, ils se marient. Alors, je ne sais pas bien. Enfin, je sais qu'en 1923, ils sont recensés à cet endroit-là. Ils se marient en 27. Pierre arrive donc le premier enfant en 1928. Et Pierre aura un frère unique, Georges, qui naît après lui, qui a 3 ans de moins que lui, qui est né en 1931. Et ils grandissent rue Blain de Bourdon. Alors, si vous regardez Amiens, le quartier Saint-Roch, toutes ces rues-là, elles se touchent les unes plus ou moins, parce qu'elles sont souvent parallèles ou perpendiculaires, donc il y en a qui se touchent les unes aux autres. Donc, c'est le quartier Saint-Roch. Georges, le petit frère de Pierre, s'intéresse pas du tout au Picard, hein, du tout. Il a été copain de classe de Jean-Pierre Calais. Ils étaient dans la même école à Amiens, ils sont d'âge à 1 an et demi près. Pierre Garnier, donc, maintenant qu'il est né, donc il a une enfance, il est proche de sa tante Augustine et puis de son oncle Émile. Et il en parle comme ça de son oncle Émile.
Euh, c'est celui qui, pendant la Première Guerre, lançait des graines dans les tranchées d'en face pour y voir fleurir quelques bouquets colorés. C'est beau, hein? Donc ce grand-père, cet oncle, qui est grand, quelqu'un, une personne âgée, donc lançait réellement des graines de fleurs dans les tranchées allemandes en face pour y voir fleurir des bouquets colorés. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on attrape la poésie, mais ça peut être un des moyens, en tout cas, de vivre la réalité avec un petit peu moins de souffrance et avec beaucoup plus de poésie. Dans son enfance, Pierre Garnier se rend très fréquemment voir ses cousines. Alors, ce n'est pas forcément des cousines germaines, mais donc du côté maternel, qui habitent à Grouche, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc dans la Miennois, la région de Dessins, hein, de Fleurimont-Lormaton, pour ceux qui ont suivi toutes les masterclass. Et puis, Pierre, donc, bon, il a une certaine admiration et complicité avec son père André, et il parle comme ça de son propre père, Pierre Garnier. Quand mon père reçoit un livre, il l'enlève précautionneusement de l'enveloppe, le laisse d'abord se réchauffer. J'ai gardé cette habitude de mon père, fermer les livres sans les serrer, il ne faut pas écraser les mots. Et il le cite deux fois dans son œuvre. Donc voilà, le respect du livre, le respect de ce qu'il contient, ce n'est pas un objet du tout pour caler les meubles bancals, hein. Voilà. Et donc, André Garnier, le père de Pierre, est ami avec Maurice Daumont. Alors, Maurice Daumont, c'est le fondateur de la troupe Tchécabotan d'Amiens en 1933. Hein, donc, le renouveau de la marionnette, c'est celui qui a maintenu la marionnette et qui dans la troupe Tchécabotan et qui l'a transmise à Françoise Rose dans les années 1960. Mais donc, Maurice Daumont elle travaille à l'Economa SNCF de Longo. Et ce lieu, SNCF, Longo, l'Economa, c'était une espèce d'économie euh, sociale. Il y en avait une sur Abbeville où je fréquentais, parce que mon grand-père était aussi cheminot. Et donc, je vois très bien comment ça se passait. Il y avait aussi bien des sacs de charbon que des bouteilles de bière, que de la farine, enfin, puis des habits des bleus très costauds. Voilà. Donc, c'est Maurice Daumont qui est là-bas. Et donc, ça va avoir une forme d'importance parce que là aussi, il y a des gens qui vont se rencontrer. Et bah, Pierre Garnier va être en contact avec ces gens-là grâce à son père André, qui est ami avec Maurice Daumont. En 1950, donc Pierre Garnier, il a 22 ans. À ce moment-là, il est devenu professeur d'allemand, hein. Il a fait ses études à Paris. Il est devenu professeur d'allemand. À Paris, il a rencontré des gens très, très prestigieux. On en reparlera. Mais pour l'instant, je vais vous parler un peu de sa biographie, de sa famille. Donc, il est devenu professeur d'allemand. Il est en poste à Amiens, à la cité scolaire, au lycée d'Amiens. Et il y rencontre une jeune fille qui a pratiquement son âge, à un an près, qui est allemande et qui s'occupe du centre de documentation de la cité scolaire. Et cette jeune fille, ben, ça deviendra sa femme, c'est Ilse Goethel. Ilse, c'est son prénom, hein, ça s'écrit I-L-S-E, Ilse Goethel, qui est née à Kaiserslautern en 1927 et puis qui décédera en 2020, donc un petit peu après Pierre. Et donc, ben, ils vont former un couple assez fusionnel dans leur vie d'écriture. Leur vie privée, je ne la connais pas, mais leur écriture, ils sont très proches l'un de l'autre en termes de poésie, d'écriture, d'invention. Et cette langue allemande permet à Pierre de rencontrer des poètes, des écrivains, des gens que sans maîtriser l'allemand, on ne rencontrerait pas, qui s'expriment en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, donc dans des langues parfois minoritaires. Et donc, il y a cette fusion avec Ilse Goethel. Donc, on dit souvent Pierre et Ilse Garnier. On trouve ça sur beaucoup, beaucoup de bouquins en français ou dans d'autres langues, mais pas forcément, pas en picard. Ilse n'a pas écrit en picard. Mais elle a vu son mari le faire. Et donc, c'est de cette union naîtra une fille, Violette Garnier, qui est toujours des nôtres, et heureusement, Violette. Donc, Violette est née en 1952. Elle sera, elle, professeure de piano, directrice du conservatoire de musique d'Abbeville. Je l'ai rencontrée dans l'exercice de ses fonctions entre 1990 et 2017.
Et aujourd'hui, elle est bien connue puisqu'elle représente assez fréquemment l'agence pour le Picard dans des activités, notamment dans la région. Elle habite toujours à Cesval et donc dans la région du Sud amiénois. Et donc, le couple Pierre et Ilse Garnier se sont installés à Cesval en 1974, après avoir acheté donc ce presbytère qui était un peu à l'abandon. Ils ont fait des travaux. Voilà, vous avez donc là cette famille, donc vous voyez, extraction modeste, ouvrière pour les grands-parents, voire même très 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 modeste pour ce qui est du quartier Saint-Leu, et puis des parents qui ont bénéficié de ce qu'on appelle classiquement l'ascenseur social, qui se sont rencontrés à la banque. Et André Garnier, qui va donc avoir un fils, enfin deux fils, hein, Pierre et Georges, mais Pierre, avec qui ils vont avoir une complicité dans les années 60 sur la création de l'association Equitra. Et puis donc, ce couple atypique, hein, malgré tout. Un Français qui rencontre une Allemande à Amiens, qui s'installe en France et puis qui, à travers cette langue, vont pouvoir s'exprimer. Donc, ces langues, ces deux langues, vont pouvoir s'exprimer par une forme de poésie qu'on appelle, il n'y a pas que ça, mais qu'on appelle le spatialisme. J'arrive à cette poésie spatialiste. Pierre Garnier est considéré comme le théoricien, si ce n'est le fondateur de la poésie spatialiste. Alors, il s'agit de quoi? Si vous avez jamais vu, si vous ne connaissez pas, faut que je vous présente quand même un petit peu à quoi ça peut ressembler, pour le moins en français. Donc, il s'agit je vais vous mettre, ouais, non, là, c'est en Picard, ça ne va pas marcher. Si je vous dis que bon, je vais mettre quelque chose là. Euh, alors ça, c'est la fin de sa carrière, hein. J'aurais dû préparer un truc plus costaud. Bon, je vais vous mettre quelque chose de plus récent, mais c'est pas grave, ça va marcher. Euh, voilà. Donc ça, ce sont des. Il faut que je partage quand même. Hop. Voilà. Donc là, on a des travaux récents en couleur. Donc on est sur en fait une image et un texte en dessous. C'est pas la poésie spatialiste des années 1960, ou 50 même, hein. C'est une poésie qui est donc là en fait euh, imagée. On n'est pas dans les calligrammes d'Apollinaire, hein. On est là voilà, et on joue sur la couleur. C'est forcément moderne, c'est forcément récent. Maintenant, je vais vous mettre et ça me permettra comme ça de partager avec vous un travail qui a été fait par Ilse. Je vais vous mettre une autre composition. Voilà, qui est la couverture du livre, qui est l'anthologie des travaux d'Ilse Garnier, mais c'est tout à fait semblable au travail de Pierre Garnier. Donc ça s'appelle Jazz pour les yeux. Si on lit bien le mot qui est euh, inscrit de nombreuses fois sur la couverture de l'ouvrage, c'est le mot kamikaze. Si vous regardez comme ça, simplement, euh, le, le mot kamikaze, tel que vous pouvez l'apercevoir, répété comme ça fait des zébrures, hein. Il y a le Z, il y a le K, les K, il y a le Z, il y a des zébrures. Donc voilà, on sait ce que c'est que les kamikazes pour ceux qui ont quelques notions d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le Japon à ce moment-là. La lettre Z n'est pas écrite dans la même. Elle est majuscule, alors que les autres lettres sont des minuscules. Vous faites abstraction du titre, hein, Jazz pour les yeux. Et donc, on a des formes comme ça qui peuvent être, sembler être le vol de ces avions qui vont se jeter et avec leurs pilotes, donc qui vont se jeter sur les bateaux américains, par exemple. Bon, c'est ça, la poésie spatialiste, en fait, c'est une poésie du mot. Le mot est répété ou pas, le mot est placé, et l'espace qu'il y a entre le mot et ce qui l'entoure, le vide, la page blanche, qui peut être aussi un papier de couleur, contribue à la, à la, à la forme poétique en elle-même.
Chacun la reçoit, l'accepte, l'apprécie, il lit, il voit ce qu'il a envie d'y lire ou d'y voir. Si on regarde aussi le travail de composition de la couverture de l'ouvrage, les lettres, par exemple, pour les, vous voyez que pour les ne fait qu'un seul mot, en fin de compte, il n'y a pas d'espace entre les deux mots, mais il y a un décalage. Et si on parle de jazz, le rythme, la syncope dans le jazz est quelque chose de fondamental, de très important. Donc on peut aussi y retrouver ici une certaine manière de dire le jazz. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur la poésie spatialiste, mais c'est pour vous montrer, si vous ne connaissez pas du tout, à quoi ça peut ressembler. Eh bien, Pierre Garnier, euh, jouit d'un prestige international, et pas seulement européen, mais aussi au Japon, enfin un peu partout. Donc, par cette discipline dans la forme de l'expression artistique qui est donc le spatialisme, il a travaillé seul ou avec Ilse. Ils ont un nombre de recueils de poésie. Alors, quand à chaque fois que je vais dire en français, ça peut être traduit, mais quand je veux dire en français, ça veut dire que c'est pas en pica. Voilà, c'est comme ça qu'il faudra le comprendre. Euh, donc un nombre de publications très impressionnant et qui sont par ailleurs accompagnés chez Pierre Garnier de travaux sur Nietzsche, sur Goethe, sur Novalis, enfin sur l'expression en allemand, il y a plein de choses comme ça. Et puis des traductions aussi, et en particulier d'un personnage important qu'il a rencontré, qui est Ondra Lizohorski, qui est un Tchèque qui écrivait dans une langue minoritaire de tchèque. Il était le seul à écrire d'ailleurs, et donc ensemble, ils se sont rencontrés, ils ont collaboré. Et donc Pierre a été amené à diriger la revue Les Lettres. Et donc c'est à ce moment-là, à la fin des années 1950, qu'il a vraiment théorisé autour du spatialisme. Donc on est dans la deuxième partie des années 50. Donc on est sur une poésie concrète. Un petit mot pour vous dire que être théoricien de cette poésie du mot, c'est là où c'est important, c'est le mot en soi, sans son article, éventuellement même le mot qui peut être pluriel, mais donc sans son article non plus. Euh, c'est pas tout à fait, pour ceux qui auraient une forme de culture à ce niveau-là, dans la poésie concrète, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ce que je vous ai montré avec des dessins, de la couleur, des choses comme ça. C'est pas de l'Apollinaire. Apollinaire, dans ses calligrammes mis, par exemple, dans Alcool, des choses comme ça, à placer les mots pour leur donner une deuxième expression. Donc, et puis, il y a de la phrase. C'est pas non plus, si on remonte plus loin, à la Dive Bouteille de Rabelais, hein, qui est un dessin avec dedans donc l'oracle de la Dive Bouteille. Et puis au 19e siècle, on a aussi, quand les journaux arrivent, on a aussi des mots qui sont mis en scène, mais qui sont des phrases. Là, on est sur le mot. Et pour continuer sur la définition du spatialisme, et vous verrez que ça a une influence, ce que je vous raconte là, c'est pas pour étaler de la science, ça a une influence sur ce qui va se passer dans les années 1960 et 70 en Pika. Donc, on est sous une forme d'écriture avec contrainte. Et la contrainte, elle est mécanique, et c'est celle de la machine à écrire mécanique. C'est celle de cet objet qui sera remplacé par la machine à écrire électrique. Ça pourrait encore marcher, mais avec l'ordinateur, ça marche beaucoup moins bien parce que on peut tout faire avec un ordinateur. Et donc, à partir du moment où on peut tout faire, il n'y a plus la notion de contrainte. La machine à écrire mécanique, elle oblige à grand A à ne pas trop se tromper, à savoir où on veut aller. Donc, si on peut faire des brouillons, bien entendu, mais donc le résultat fini était l'objet de quelque chose qui a fait beaucoup de travail, beaucoup de tentatives pour arriver à un objet fini. Et puis, donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième, chez Pierre Garnier, c'est la ligne. Et quand on dit la ligne, on pense tout de suite à une ligne droite, mais les lignes chez Pierre Garnier sont droites, mais peuvent être aussi des courbes. Et une courbe, c'est pas forcément un rond, ça peut être quelque chose qui sinue. Voilà. Mais il y a de la ligne. Voilà, il y a une ligne, il y a une contrainte mécanique, et puis il y a l'époque. L'époque, et je ne suis pas le premier à le dire, c'est la conquête spatiale.
Si on se place en 1955, si on arrive jusqu'en 1970, en 15 ans de temps, on est passé de rien dans la stratosphère, et puis on va passer par le Spoutnik, on va passer par Gagarine, on va passer par la conquête spatiale, la conquête de la Lune. Toutes ces années-là sont vécues avec l'espace, avec la conquête de l'espace. On va avoir les premiers satellites qui vont faire les premières retransmissions de ce qu'on appelait à l'époque en mondiovision, hein, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple, le couronnement de la reine d'Angleterre, enfin des choses comme ça. Et donc, ça fait l'actualité, mais quasi quotidienne. Et je ne parle pas de la fin des années 60 avec le premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc, le premier Spoutnik, donc il y a cette compétition. Hein, cette compétition, et l'Allemagne est aussi un enjeu de compétition, hein, de géopolitique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut se baigner là-dedans. Et le mot spatial, le mot espace, euh, c'est un mot tout à fait de l'époque, qui peut être traduit par cosmos si on est russe, mais qui peut être traduit spationaute et puis astronaute chez les Américains et spationaute chez les Européens. Donc le mot spatial est un mot de l'espace assez européen en fin de compte. Et cette poésie, donc issue de la poésie concrète, ben, on est aussi à cette époque-là dans la musique concrète, la musique qui est faite de pièces enregistrées, saisies sur le vif, qu'elles soient, alors là, dans notre culture commune, ça peut être la messe pour le temps présent de Henri, et ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être énormément de choses qui vont dériver sur de la musique sérielle. Enfin, je ne vais pas faire un cours de musique non plus, mais donc de musique complètement abstraite avec le dodécaphonique. Mais la musique concrète, ce sont des pièces qui sont prises, un vol d'hélicoptère, un tir d'un missile, et puis des cris d'une foule, des choses comme ça, et puis des mixages qui ne sont pas seulement faits en studio ou sur enregistrement, qui seront faits aussi en direct. J'ai personnellement assisté à une représentation par Pierre-Henri d'une de ses pièces concrètes. C'est quelque chose qui était très, très impressionnant, physiquement impressionnant. En plus, j'étais à 1,5 mètre de la table de mixage. Je l'ai vraiment vu travailler. C'était quelque chose d'impressionnant. Donc, la poésie de l'écriture, du mot, elle se place à ce niveau-là. Le mot en soi, les lettres qui composent le mot, forment l'objet qui est décrit. Hein, le lemme des linguistes, voilà, c'est l'objet, il est dans le mot deviendra l'objet. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors vous aurez dans les documents une petite définition du spatialisme. Et puis, je vais encore vous donner deux ou trois informations. Et puis, je vais vous donner une information autour du Picard à ce niveau-là, parce qu'on va quand même y arriver au bout d'un petit moment. Donc, Pierre Garnier théorise, diffuse, écrit et publie énormément de poèmes spatialistes. Et tout ça se fait dans un esprit d'échange avec d'autres poètes et d'autres mouvements dans d'autres nations, dans d'autres langues. Mais il a toujours derrière lui une volonté d'écrire et de créer en Picard. Euh, et c'est quelque chose qu'il va avoir du mal à franchir. Il faudra quand même attendre pratiquement 10 ans après la théorie du spatialisme pour qu'il commence à écrire du spatialisme en Picard. Et cette difficulté, elle sera surmontée grâce en particulier à la création de l'association culturelle amiénoise et picarde Éclitra. Donc j'en arrive à Éclitra. On est au milieu des années 1960 et à ce moment-là, ça se passe à Amiens, ça se passe à la cité scolaire, là où Pierre Garnier est professeur d'allemand, là où Ilse est au centre de documentation. Il y a un professeur de français qui est là, qui s'appelle René Debry, qui n'est pas encore le professeur d'université, mais qui va le devenir très bientôt. René Debray est l'aîné de Pierre Garnier, il est né en 1920, et donc il se côtoie au sein de la cité scolaire, et un jour, Pierre Garnier, non, non, pas Pierre Garnier, René Debry, propose de créer une association culturelle pour publier, pour diffuser. C'était vraiment un des objectifs, hein, vraiment des lignes de conduite de René Debry, c'était vraiment la publication, les travaux, mais leur publication. Il n'avait pas fini un travail qu'il avait déjà commencé probablement deux ou trois, et le premier n'était pas publié, que les autres étaient déjà sur le feu.
quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup, enfin qui donnait le sentiment de vraiment toujours travailler dans l'urgence. Donc ces gens-là se réunissent et proposent de créer une association. Et donc, avec René Debris et Pierre Garnier. Mais autour d'eux, il y a René Vaillant, qui est aux archives départementales de la Somme. Il y a Marie-Louise Errand, qui est une Nord-Amiénoise. Elle est de Villers, de Moliens-au-Bois, au-dessus de- entre Amiens et Doulan, et qui, elle, propose le nom d'une fleur comme nom de l'association. Et cette fleur, ça sera un éclitret, éclitra. Et voilà, ça devient éclitra qui est choisi. Donc, c'est le cœur de Marie. C'est une belle fleur, très belle fleur. Pas très fréquente, mais c'est une fleur qui peut être une fleur de jardin ou sauvage. Il y a Bernard Bouquillon, qui est journaliste au Courrier Picard. Il y a René Godefroy, qui est un cultivateur à Allonville. Il y a un surveillant de la cité scolaire qui s'appelle Pierre Louchard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, qui va être le fondateur d'une autre compagnie de marionnettes qui s'appellera les Compagnons de la Fleur. C'est lui qui va initier Laurent Devime, Rafistol à la manipulation des marionnettes. Et puis, dans toute cette équipe et beaucoup d'autres gens, il y a André Garnier qui est là, présent comme secrétaire de séance, qui est le huissier qui va noter toutes les informations qui vont contribuer à la naissance et puis aux premières années d'Eclitra. Donc le père de Pierre Garnier est présent à côté de son fils, pas pour le chaperonner, hein, je pense que c'est tout simplement parce que le père est arrivé à la retraite, il a du temps, et puis, il est passionné par la marionnette, il est passionné par Amiens, par la culture amiénoise. Donc, ils sont ensemble. Alors, je ne vous en dis pas plus. Il y a Olivier Angelard qui a fait une conférence sur la naissance des Clitras en 2016. Et donc, je vous inviterai à réécouter cette conférence sur la naissance des Clitras. Et donc, cette naissance des Clitras va permettre à Pierre Garnier de franchir le pas de l'écriture en picard. Et c'est dans ses premiers écrits, et donc je vais vous présenter donc aux yeux, voilà, comme ça, c'est ce recueil qui est le premier recueil de poésie spatiale en picard et dans Aux yeux, voilà ce que dit. Alors là, j'ai de la chance, ça, c'est l'exemplaire d'Aux yeux qui a été dédicacé par Pierre Garnier à René Debris. Vous voyez, là, je pense que donc ils l'ont eu tous les deux dans les mains, celui-là. Mais chez Tami. Bon, Pierre Garnier, donc dans Aux yeux, eh bien, il va définir la poésie spatialiste en Picard en quatre informations. Ça se fonde sur l'information esthétique qui peut être acoustique ou visuelle de noms d'oiseaux. Voilà, acoustique ou visuelle de noms d'oiseaux. La transformation de noms d'oiseaux dans le son. Un pi-8, voilà, en picard, ben voilà, c'est donc le pi-8, c'est le nom de l'oiseau, et donc on va jouer avec ça. Ça va être pareil que le pic vert, le bec-bout, voilà, des choses comme ça. Deuxièmement, ça peut être sur le relevé d'un même nom dans différents villages. C'est à l'époque où René Debrie mène toutes ses enquêtes dans tout le département de la Somme et un petit peu au-delà. Et de village en village, on se rend compte qu'il peut y avoir en tout cas 25-30 noms pour dire le rouge-gorge, pour dire la mésange, pour dire tel ou tel oiseau. Et donc, il y a des noms qui varient d'un village à l'autre ou d'un secteur à l'autre. Et donc, jouer avec ces différents mots va permettre de les mettre en relief, ce qu'on ne ferait pas dans une phrase. Rien que les mots seront mis l'un côte à côte et donc ils auront des brillances un petit peu différentes. Les différences de prononciation donnent une variété et du cinétisme, donc du mouvement. Faire en sorte que la feuille écrite soit en mouvement. Troisième, sujet d'exploration, des expressions à sauvegarder parce qu'elles constituent une poésie pure. Et donc là, il donne l'exemple de différents mots le corbeau, c'est le cola, c'est le mort-païen, la chouette, c'est le caouin, c'est un osier de mort. Et donc on a comme ça des images qui peuvent être créées par association entre les mots et l'expression qu'ils peuvent inspirer. La mort est quelque chose qui est très présent chez Pierre Garnier. Nous vivons de si peu, nous mourrons de si peu. C'est une phrase de Pierre Garnier euh, parmi d'autres. Et puis, donc, dernier axe, donc pour les poèmes spatiaux en Picard, se fonder sur l'imprégnation français-Picard, Picard français, qui crée des décalages poétiques, donc mettre le mot Picard en exergue par rapport au mot français pour en montrer le plus souvent les différences.
On a donc vous aurez hein, cette information qui va vous sera transmise. Donc, on est dans une théorie et Pierre Garnier, une théorie qu'il maîtrise hein, depuis une dizaine d'années, qu'il met en application, et Pierre Garnier va la décliner à la sauce picarde, si je puis dire. Le mot est un peu vulgaire, un peu commun, mais voilà, il va le mettre à la sauce picarde. Et il va créer aux yeux. Voilà. On est donc avec Aux yeux 1, le premier, donc ça va être publié en 1967, c'est écrit en 66. Il y aura ensuite les coupes poétiques en 1967 qui sont en français. Il y aura Aux yeux d'eux qui va paraître en 1976. Il va y avoir Cabotan, chez Cabotan. Alors chez Cabotan, c'est en français, mais c'est écrit en picard, mais en picard de Belgique par Marcel Hanard. Donc la version de Pierre Garnier, elle est en français. Donc on a des poésies qui prennent un peu plus de place. On n'est pas dans de la poésie spécialiste, là. On a des personnages qui sont par touche, les personnages de théâtre de marionnettes qui sont par touche, évoqués, simplement évoqués, par souvenir. Mais donc je reviens à Aux yeux 1, donc un nom d'oiseau, une page, un poème. Voilà, je le mets comme ça un petit peu plus loin, voilà, un petit peu à quoi ça peut ressembler une page. Voilà, je ne vous dis pas ce qu'il y a dessus. C'est pas, en soi, c'est pas grave. Et puis, on va en commenter d'autres. Voilà, celle-là, on va la commenter tout à l'heure. C'est la poule, voilà, la glaine. Une glaine, voilà. Donc, il y a le mot français, il y a des mots qui sont côte à côte. Et puis, il va y avoir une espèce de conclusion, en l'occurrence. Euh, voilà. Donc, on a quelque chose qui n'a jamais été vu en Picard. Là, je veux dire, pour le coup, 100% certain, ça n'a jamais été vu et qui vient quand même sacrément secouer le cocotier, Picard, pour peu qu'il y en ait, des cocotiers. Et cette manière d'aborder le Picard n'a rien de conventionnel, convenu, habituel, attendu. On est dans un autre monde. On est dans un monde, on n'est plus dans un monde de l'histoire, du conte, de la farce, du théâtre, de la chanson, de la marionnette. On est ailleurs. On a un mot qui est posé là, qui est disséqué, qui est disloqué, qui est juxtaposé à d'autres mots, qui est placé sur une page et qui n'a rien d'autre à dire que ce que soi-même, lecteur, feuilleteur aux yeux en l'occurrence, avons envie de recevoir. J'étais pas présent dans les années 60 dans le milieu de Picard. J'étais là, mais pas connu ça quand même concrètement. Mais à la fin des années 70, au début des années 80, Marcel Hanard, dont je vous ai parlé, ça s'écrit H-A-N-R-T, a également publié, par exemple, ce livre, Des textes Picard pour aujourd'hui. Voilà, avec plusieurs auteurs dedans, dont des textes de Pierre Garnier qui sont repris. Il y a des textes voilà, par exemple, ça c'est Pierre Garnier. Hop, je sais pas, ça passe là comme ça. Voilà. Et il y a Donald Tchekdekvo, il y a Pierre Rivard, il y a Jacques Guigné et d'autres gens qui sont là. Et ce livre est arrivé à Bulle. Alors là, celui-là, en plus, c'est celui-là physiquement, parce que là, j'ai pris la bibliothèque des Picardisans. Euh, Celui-là a fait l'objet je peux même plus dire de critiques. Certaines personnes se sont insurgées de voir ça, de voir ça. C'est impressionnant. C'est-à-dire de dire, ça, du Picard, non, et de prendre le livre et de le jeter. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est-à-dire que des gens qui, en toute sincérité, et puis peut-être avec un peu d'emphase théâtrale, euh, disaient, on veut sauver le Picard, on veut le transmettre, mais c'est surtout pas ça, surtout pas comme ça, surtout pas avec ça. Et donc c'est assez impressionnant parce que ça n'est qu'un livre, ça fait de mal à personne. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des images poétiques. Euh, Comme disait Paul McCartney une fois, on n'a fait que de chanter l'amour. Si ça ne plaît pas, t'écoutes pas, quoi. C'est ça. Si ça ne te plaît pas, bah, tu refermes le livre. Mais euh, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il ne peut pas y avoir rien d'autre. C'est pas parce qu'il y a cette manière de d'écrire que les autres manières n'ont pas leur place également. Et c'est pas parce qu'il y a les autres manières qu'il n'y a pas cette manière-là non plus. Elle est novatrice, elle se veut novatrice. Et
une des motivations de Pierre Garnier dans l'écriture du Picard, du mot Picard, c'est son impression, probablement justifiée pour une grande part, que le Picard disparaît et qu'il ne reste plus que les mots. Comme si d'un corps, il ne restait plus que des morceaux d'os, des morceaux de squelette. Et donc, il prend ces mots pour les sauver, pour les mettre en correspondance, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et puis pour en faire quelque chose de poétique, de beau, de différent, et de montrer que la mort d'une langue n'est pas la mort du langage. Ou on prend comme on veut ce que je viens de dire là, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est, j'en suis possesseur, je n'ai plus que des bribes, mais je veux quand même en faire quelque chose, une matière qui en soi soit quelque chose de plaisant, et en l'occurrence, pour certaines personnes, c'était une matière déplaisante. Bon, je n'ai pas cité de nom, ces gens-là ne sont plus de ce monde, je les ai connus, mais donc si le temps me le permet, je vous montrerai à la fin des travaux analogues à ceux de Pierre Garnier de la même époque qui pouvaient aussi faire l'objet des mêmes récriminations. Alors là, vous aurez la bibliographie complète de Pierre Garnier en Picard, avec les différents livres, les différentes époques, mais je veux vous présenter surtout celui-ci, le livre, euh, qui est, avant de passer à la suite de l'œuvre, et donc qui s'appelle Pierre Garnier Picardie. Et là, vous avez en haut le château de Pitigny, Pierre Garnier, Picardie, et puis tout ça est imprimé sur ce cercle donc qui est le texte Picbo on va revoir là tout à l'heure, qui est un des textes les plus connus de Pierre Garnier, qui est un de ses premiers dans Aux yeux. Voilà. Et si je vous présente ce livre-là, qui a été publié à la Vague Verte, c'est qu'en fait, ce livre reprend l'intégrale de tous les textes Picard de Pierre Garnier au moment de la publication de Picardie. Donc, ce livre est de 2007, hein, donc peu de temps, enfin 7 ans avant le décès de Pierre, donc il y aura encore d'autres textes ensuite. Mais donc, tous les aux yeux, tout ce qu'on va voir, c'est repris dans ce livre-là, parce que les autres petits bouquins qui sont là, ben, franchement, ils ne sont pas tous faciles à trouver, hein, loin s'en faut. Il y a donc voilà, il y a le biotan, il y a donc là, le biotan, le voilà. Il y a la version originale de Scatio de Pétigny. Il y a Ulter Ulbet, Ultet et puis Ulterabet, voilà, qui précède en fait. Donc tout ça, ça existe, bon, mais tout est réuni précieusement dans ce livre Picardie avec une présentation de chaque chapitre, de chaque nouveau bouquin, par Jean-Louis Rambourg, qui est un ami par ailleurs, mais qui est surtout qui était professeur de français à Péronne et qui est un écrivain, un poète également de langue française, exclusivement, lui, un petit peu en allemand, mais quand on le traduit, et puis qui a bien connu Pierre Garnier, puis qui le traduit, traduit sa pensée, il donne son impression du Picard, Jean-Louis Rambourg, par rapport à l'écriture de Pierre Garnier dans ce livre que je vous recommande donc, aux éditions de la Vague Verte. Voilà, donc comme ça permet de réunir les textes de Pierre Garnier. Au-delà de ça, dans le domaine du Picard, Pierre Garnier a contribué à étudier Phileas Lebecq, dont j'ai déjà parlé, à étudier aussi Hector Crinon, et puis surtout Édouard David. Quand je vous ai parlé d'Édouard David, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Pierre Garnier. Donc vous aurez les références des éditions et des rééditions de ces différents ouvrages de Pierre Garnier. Donc voilà, là, un petit peu ce que je voulais vous raconter pour planter le personnage, pour vous le donner dans son, dans son ambition. L'ambition de Pierre Garnier, c'était de secouer le cocotier, je le redis, mais aussi de montrer que le Picard avait des choses à exprimer et des pistes qu'il n'avait pas encore explorées. Et je pense qu'à ce titre-là, de défricheur du Picard, il est quelqu'un qui a réellement réussi son coup. Il n'a pas il n'a pas pris tout le Picard, mais il a permis à beaucoup de gens de l'approcher. Et encore aujourd'hui, même là en 2024, par exemple, des enseignants peuvent s'appuyer sur un poème spatialiste de Pierre Garnier pour n'avoir qu'un seul mot à étudier en classe avec des enfants, mais à montrer aussi que ce mot, on peut le mettre en forme, on peut faire voyager dans la page et puis lui donner de l'ampleur.
Et puis, donc, ce mot, bien sûr, peut être picard. Alors, pour continuer un petit peu dans les présentations comme ça, donc, dans la revue, dans le deuxième numéro de l'Invasion de la Picardie, il y a une étude donc, des textes d'Osieux qui a été faite par Pierre Ivard, qui, donc, avec donc une question-réponse avec Pierre Garnier autour de la construction des poèmes. Et ça, c'est assez intéressant parce que par rapport à Osieux, donc à la publication d'Osieux, on a les textes bruts avec la petite introduction dont je vous ai donné un extrait sur les quatre manières d'explorer le vocabulaire picard. Mais on n'a pas véritablement la mécanique qui a été mise en branle pour fabriquer ces poèmes spatialistes. Donc là, on l'a dans l'invention de le Picardie. Donc ça, c'est quand même assez ancien, hein, c'est 1987. Mais bon, ça peut se trouver en bibliothèque. Et puis, à l'époque des Clitras, on retrouve la signature de Pierre Garnier dans des préfaces d'ouvrages en picard. La pierre de l'encre, c'est le Hainaut belge. Voilà, donc il y a Pierre Garnier s'investit dans la, la- la publication, la qualité de l'édition littéraire. Et au-delà de cette présence dans des ouvrages, il y a tout un ensemble euh, d'éditoriaux, d'articles dans Écritra, signés de Pierre Garnier, qui vont donner une profondeur de vue sur l'ambition de la culture picarde et de sa langue comme vecteur de cette culture. Donc c'est quelque chose qui marque, je veux dire, qui peut se relire, qui a été réédité également, vous aurez la référence, pour véritablement voir quel est le mouvement culturel qui germe à Amiens, mais qui va s'étendre bien au-delà et qui va être influent à partir des Clitras, de Pierre Garnier, de René Debrie et consorts. Ici, c'est à la Maison de la Culture d'Amiens, Terra Incognita, avec donc des auteurs dont Ilse Garnier et Pierre Garnier, Martial Langelet qui a beaucoup étudié Pierre Garnier aussi dans son œuvre en français, et donc voilà, différents auteurs qui sont réunis avec là aussi de la poésie spatialiste. Alors, je vais tout de suite, parce que là, je ne crois pas que ce soit ce bouquin-là, je vérifie, mais je ne crois pas, vous dire une anecdote. Une anecdote que j'ai également vécue. Je vous parlais du quartier Saint-Roch. Le quartier Saint-Roch, donc il y a le grand boulevard qui est boulevard des Fédérés, anciennement boulevard Thiers, boulevard des Fédérés qui sépare le quartier en deux. Euh, Pierre Garnier, ses parents, ses grands-parents vivaient d'un côté, son oncle vivait de l'autre côté du boulevard, bref. Et puis il y a un imprimeur qui est sur qui était, qui est sur ce grand boulevard, c'est l'imprimerie Colombel, père à l'époque. Et puis, qui était une imprimerie qui a survécu à la Deuxième Guerre parce qu'ils avaient édité des journaux de la Résistance, tout ça. Donc, ce qui n'était pas pour déplaire du tout à Pierre Garnier. C'est voilà. Et un jour, des années 1980, Pierre Garnier est allé dans cette imprimerie, alors tenue par le fils Yvon Colobel, pour imprimer un livre spatialiste. Et je tiens l'anecdote directement d'Yvon Colobel, puisque c'était l'imprimeur de Schlancheron et nous étions donc tous les 3 mois chez lui. Et donc, il avait eu ce travail à publier et l'imprimeur n'avait pas compris la subtilité de la place de l'encre sur la feuille de papier. C'est-à-dire que le point qui n'était pas sur le i, il ne comprenait pas. Il n'avait jamais vu. Il était perturbé dans son travail voilà, conventionnel d'imprimeur. Et un ou une de ses employés avait fait une correction. Sauf qu'en poésie spatialiste, une correction, c'est véritablement comme si on reprenait un saut de peinture et puis qu'on allait retravailler du Picasso. Ça n'allait pas du tout. Et donc, Pierre Garnier n'est plus retourné travailler chez cet imprimeur. Voilà. Donc, c'est-à-dire la méticulosité de l'écriture, je vous disais tout à l'heure, tout le travail qu'il y a en amont, au moment de la reproduction, ça suppose la même perfection, de manière à ce qu'il n'y ait pas trahison de la volonté de l'auteur. Et après, chacun pourra ou pas y lire ce qu'il a envie d'y lire. Ça pour vous dire que donc on reste quand même dans le quartier Saint-Roch. Et puis, je vous présente un recueil beaucoup plus récent. C'est une étude donc, de la Revue Nord sur les écrivains et le littoral picard. Et il y a dedans un article assez long de Violette Garnier sur ses parents, sur Pierre et Ilse Garnier, qui donc replacent leur travail, mais véritablement sur la côte picarde, avec le rapport, eh bien, je dirais, j'habite tout près moi, de la côte picarde, le rapport évident à l'oiseau.
Et donc, il y a, par exemple, ça m'a permis d'avoir le lien, et vous l'aurez, pour aller sur le site de l'INA pour revoir une présence de Pierre Garnier avec le professeur et qui a été doyen de la fac de lettres d'Amiens et poète également, Jacques Darras, lui-même originaire de Bernay-en-Ponthieu, donc de la baie d'Auty, mais voilà, nous sommes, ils sont au parc du Marcanterre. Alors maintenant, c'est très couru, mais être au parc du Marcanterre en 1980, quand il venait d'ouvrir depuis moins de 2 ans, ça l'était beaucoup moins. Et ils sont là devant les oiseaux et en train de parier de l'espace. L'espace physique, la présence de l'oiseau, le petit point qu'on voit d'un oiseau dans le ciel, comme ça, là-bas, tout seul, ou de plusieurs oiseaux, si c'est une compagnie du Triépi ou ce que je sais. Et donc, et voilà, ils sont là devant, non pas l'émerveillement, mais l'observation attentive de la nature. Et Violette Garnier, dans cet article-là, elle donne donc beaucoup de liens de son père et de sa mère avec la côte Picarde. Et ça permet comme ça aussi d'avoir accès à un autre lien Internet d'une émission de France 3 Amiens faite avec Ilse Garnier, ce qui m'a permis de faire une capture d'écran pour avoir une photographie d'Ilse. Alors, je vais vous la présenter le plus grand possible parce que c'est pas bien de parler des gens sans qu'on puisse les voir. Voilà, je vais essayer de faire comme ça devrait marcher là. Ouais, ça peut être un peu scabreux, mais comme ça, vous aurez une petite vue d'Ilse Garnier. Voilà. Donc là, elle est chez elle et c'est une capture d'écran à partir de l'émission de télé qui a été faite, donc, je vous rappelle, par FR3, enfin France 3 Amiens, ou FR3 peut-être, au moment d'une publication de ces ouvrages. Voilà, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions, parce qu'on est sur un domaine assez inhabituel de l'expression en picard. Sinon, bah, je continue bien volontiers, hein, il n'y a pas de souci. J'ai encore de quoi vous dire hein, pendant une grosse demi-heure qui nous reste. Euh, donc, bon, je pense que tout ce que je viens de vous dire, c'est important pour bien comprendre la place que tient Pierre Garnier dans l'espèce de panthéon des poètes picards contemporains. Et son expression picarde, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas extrêmement abondante. Et il va falloir attendre le milieu des années 1990, donc 30 ans après la publication de Aux yeux, pour avoir chez Pierre Garnier des phrases. Parce que jusqu'alors, nous n'avions que des mots. Donc, on va regarder des poèmes avec des mots de Pierre Garnier, et puis après, on en viendra aux phrases, parce qu'à un moment donné, il y a des phrases. Voilà. Bon, je ne vais pas trop vivre le suspense, hein, plus que ça. Donc, vous aurez les liens, je regarde en même temps pour être sûr hein, que je ne vous dis pas de bêtises, vous aurez les liens avec les différentes vidéos dont je vous ai parlé et d'autres qu'on va regarder des extraits ensemble, où on va écouter un Pierre Garnier. J'ai fait très simple pour choisir les textes, je me suis dit, j'ai des enregistrements, c'est lui qui les dira, enfin qui en parlera le mieux. Et puis, ou quelqu'un d'autre, Alain Marc en particulier. Donc, vous aurez ça. Et puis là, bah, vous allez voir, donc bah, je vous mets ça en partage. Hop. Donc des pages extraites de Aux yeux. Voilà. Donc on a, bah, vous avez la couverture de Aux yeux, poèmes spatiaux en Picard, hein, c'est bien annoncé. Il n'y a pas il y a pas de vol, c'est le cas de le dire avec des Aux yeux, il n'y a pas de vol sur la marchandise, couverture rouge-rose. Et puis là, vous avez trois poèmes. Donc, vous avez l'épervier, Yor, comme ça, avec les quatre lettres, donc en haut à gauche, hein, les quatre lettres qui composent le mot qui vont donc bah, donner cette notion de vol de l'épervier. Enfin, c'est une interprétation de tout ce qu'il y a de plus personnel. Et puis, on a donc en bas à gauche, donc je vais peut-être l'agrandir un peu pour que vous voyez mieux ce texte-là. Donc là, comme ça, qui est plus... voilà. Vous l'avez bien, là, la poule, hein, Glagne, euh, quand- ouais, ça doit être faisable. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une page. Hein, c'est vraiment la reproduction de la page. J'ai fait des photographies. Hein, j'ai pas ressaisi. Hein, ça me semble vraiment très important de garder la typo. Donc, on a un texte qui est tapé à la machine mécanique. Si vous avez déjà tapé à la machine mécanique, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, systématiquement, cette poésie, euh,
quand elle ne s'exprime pas dans sa langue. Donc, ça, elle s'exprime en picard, mais elle va être comprise. Donc, systématiquement, il va y avoir le mot glagne, Glen, hein, enfin, moi c'est Glen, qui va être traduit par poule une seule fois, mais ça, c'est pour la compréhension, pour savoir où on est, pour que le lecteur ne soit pas rebuté. Et puis, on a les différents, si on lit de haut en bas, donc on a le titre, glagne, ça veut dire poule, et ensuite on a gland, glen, glan, glan, glen, glan, glen, glan, glug, glun, glan, glen, glan, 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 glung, glan, 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 glagne, glugne, 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 gland, gland, glan, 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 glagne, gland, 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 codaqueuse. Voilà, elle a pondu. Voilà. Donc, elle ne pondra qu'une seule fois. Mais donc, on a tous ces noms de poules, plus ou moins de l'amiénois, plus ou moins nasalisés. Là, on a des formes assez propres à Amiens, aux alentours d'Amiens. Et à la fois, on a une codaqueuse, donc elle a codaqué, donc elle a pondu son œuf. Voilà. Donc là, cette lecture que j'ai faite, là, c'est la mienne. Vous pourriez en faire une autre, hein. Je veux dire, il y a énormément de liberté. Et regardez juste à côté, je vous ai mis le coq. Donc le coq, vous avez le titre, donc on a co, K-O, hein, les deux lettres au-dessus de la ligne, donc l'importance de la ligne, qui va délimiter l'espace. Euh, Par convention, on a le ciel au-dessus, la terre en dessous, mais on peut avoir le contraire, hein, dans certains autres poèmes spatialistes, plutôt en français d'ailleurs. En bas, on va avoir le coq et l'explication. Donc l'explication du mot, c'est le coq, alors que vous voyez qu'en Picard, il y a il n'y a pas chco, hein, c'est co. Et lever du jour. Alors, la levée du jour, eh bien, en fait, on comprend. Parce que là, il y a un décodage qui est voulu par Pierre Garnier, par l'artiste, donc le coq au lever du jour. Donc, il va être à la fois le soleil et le cri de Coquiaco, le cocorico picard, ça se dit Coquiaco, qui est, euh, qui est entendu au lever du jour. Donc, on a à la fois le décodage du vocabulaire et de la mise en scène du mot coq. Sachant qu'à Amiens, co, ça peut être aussi le coup, hein. Donc, c'est d'où l'intérêt de mettre le coq, hein, en français, puisque là, ça fait partie de ces mots qui sont parfois compliqués à comprendre d'une zone linguistique à l'autre. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, hein, il y a pas de quoi se fâcher du tout. On n'est pas obligé d'aimer, mais il n'y a pas de quoi non plus faire un autodafé, hein. Euh, je vous montre un autre texte, donc il faut que je partage, que j'ai photographié également. Voilà. Je le trouve euh, assez réussi d'un point de vue esthétique. Euh, un mot bien connu en picard, un agache, une pie. Et donc, ben là, on a le mot agache qui est. Donc là, tout à l'heure, avec la poule, on avait plusieurs mots qui étaient proposés. Ici, on a un seul mot, mais qui est disposé différemment. Il n'y a aucune volonté de reprendre la forme exacte d'une pie, d'un agache, qu'elle soit en vol ou qu'elle soit posée au couplet d'un arbre ou bien à terre en route à casser la croûte. Non, non, il y a le mouvement, je trouve, je comprends, le mouvement de l'animal qui vole assez horizontalement et qui, donc, eh ben, avec les couleurs de la pie, le noir et le blanc, eh bien, l'alternance des bandes de la pie. Et puis, j'ai vraiment, en préparant, j'ai vraiment observé comment c'était fait. Ben, je me suis dit que c'était un sacré travail que de faire ça avec une machine à écrire. Il a fallu passer la feuille plusieurs fois de droit ou de travers, et puis que tout ça, ça puisse se juxtaposer au mieux. Ça a dû être quelque chose d'assez laborieux dans la construction de la page. Parce qu'on n'est pas sur du manuscrit. C'est ça que j'aime beaucoup à ce moment-là. C'est que cette contrainte de la machine à écrire, de cet objet-là, amène à cette forme d'expression. Et puis en dessous, eh bien, vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, le pic vert. Donc, je pique bout. Alors, moi, c'est un pleu-pleu. Alors, je pleu-pleu, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé dedans. Mais il y a l'arbre, il y a le pic qui est là. Et en plus, il se trouve que cet après-midi, il faisait excessivement beau. Il faisait plus de 17 degrés ici. Et donc, bah, je suis allé me balader. J'ai entendu le pic vert parce qu'il y a quand même un- un cri particulier au pic vert. Et donc, ce texte que je vais vous laisser à l'écran, euh,
alors, je vais arrêter le partage pour pas faire de bêtises, mais je vais vous le remettre, hein, je vous promets, c'est promis, juré, juré. Voilà. Et donc, il faut que je partage tout ce que je dois partager, voilà. Il faut que je partage l'audio. Voilà. Je vous laisse le texte à l'écran parce que vous aurez le lien pour la vidéo. Il s'agit de Alain Marc, qui est un jeune poète, en présence de Pierre Garnier, de Lucien Suel et de quelques autres, va dire ce texte. Et écoutez bien ce que les propos d'Alain Marc au début, avant qu'il ne dise le texte, il va le dire alors que Pierre Garnier lui-même supposait que le texte ne pouvait pas être dit. Il était fait pour être vu ou être lu, mais pas pour être dit dans son esprit. Et pourtant, Alain Marc a relevé ce type de défi. Alors, il faut que je prenne ça. Hop, je partage. Vous avez bien le texte à l'écran, c'est bon? Ces poésies spatialistes, bah, j'avais envie de les lire et il m'a dit mais non, non, ce sont uniquement des poésies à voir, donc elles ne se lisent pas. Et alors, bah, comme Pierre Garnier a déjà parlé de Aux yeux d'eux, je vais lire un poème de Aux yeux d'eux, enfin je vais essayer, parce que je trouvais ça aussi intéressant. Donc c'est la poésie qui a déjà défini tout à l'heure, qui s'appelle Turtrel. Hmm. Turtrel, Ah non, attends, non, ah, bah, te, zut. Non, je me suis trompé de. J'ai pas mis la bonne vidéo, excusez-moi. Ah ouais, ouais. Ça marche aussi avec Tortrell, hein, c'est pas le problème. Mais vous avez eu le propos, et puis. Ah là là, bon. Je recommence mon partage. Parce que je vais vous faire avec Picboo. Je trouve que c'est marrant parce que c'est assez amusant. Bon, alors, je reprends. C'est pas grave. En plus, c'était marqué Tortrell, j'aurais quand même dû le savoir. Voilà. Bon, attends. Hop, hop, hop. On y est, c'est bon? Poème Picard. Pique-Bout, le pivert. Hic, pique, épec, pique, épée, pique, bou, pique, bou, pique, bou, pique, pique, beau, pique, beau, pique, beau, pique, beau, pique, épec, pique, épec, pique, épec, pique, épec, pique, beau, pique, beau, pique, beau, pique, beau, pique, pique, épec, pique, épec, pique, épec, pique, pique, arbre, pique, arbre, pique, arbre, pique, arbre, pique, beau, arbre, pique, beau, arbre, beau, épec, épec, pique, beau, épec, pique, pique, beau, pique, épec, pique, pique, picouchu, 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 pique, pique, beau, 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 épec, beau, pique, 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 beau, arbre, bou, bou, arbre, beau, 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 pique, beau, pique, beau, bou, fever, 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 pic, beau, pic, beau, pic, beau, 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 pic, fever, beau, pic, beau, picouchu, pic, beau, arbre, beau, beau, arbre, beau, pic, pic, arbre, arbre, picouchu, pic, épec, pic, épec, 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 ép, pic, beau, pic, beau, beau, pic, 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 épec, pic, épec, pic, épec, pic, épec, pic, pic vert, pic vert, pic vert, pic vert, pic vert, pic, piver, piver, pive, piver, beau, pic, ou, pic, beau, pic, beau, piou, ou, pic, ou, tu, ou, arbre, quiver, pic, pic, beau, pic, épec, pic, épec, pic, épec, pic, épec, pic, pic, beau, pic, ou, arbre, beau, ou, pic, piver, picoutu, arbre, beau, pic, beau, pic, arbre, pic, beau, pic, beau. C'est amusant, hein. Non. Hop, voilà. Moi, c'est amusant, c'est amusant. Moi, je trouve que enfin, personnellement, je trouve ça à la fois plaisant, amusant, surprenant, et puis très proche. Je vous parlais tout à l'heure de musique concrète. Alors là, ils avaient mis un tout petit peu d'écho derrière, des choses comme ça. On est dans les bois, on est surpris, bah, comme on peut être surpris en entendant un oiseau un pic, qui va taper sur l'arbre. Alors, cet après-midi, en plus, j'ai entendu des cigognes qui tapaient du bec, là, comme ça. Ça surprend, voilà. On cherche, puis on voit les cigognes sur un nid, comme ça. Voilà. Et donc, bah, l'oiseau,
la plupart du temps, il nous étonne. Et bien, dans cette poésie visuelle, Alain-Marc a réussi à transcrire quelque chose bah, qui correspond, à mon sens, et à ma perception, à cette époque des années 50, 60, début 70, de cette musique, de cette sonorité, et puis du rapport entre le mot, les mots en l'occurrence. Hein, il y a le pic, et puis il y a l'arbre, hein, sorti de ça, tout le reste. Bon, pic et pêche, si on considère que c'est pas un pic vert, effectivement, mais bon, il y a les pics, et puis l'arbre. Et puis, donc, bah, tout ça qui est dans un rond, vous avez vu, hein? Voilà, donc ce cercle, bah, c'est le trou qui est en train d'être percé dans le tronc d'arbre. C'est ma lecture. Hein. Je vous laisse libre de la vôtre. Hein. Je veux pas, je vous influence, évidemment, mais je veux dire, c'est ma lecture. Bien. Donc, bon, vous aurez le lien avec Turtrell où là, donc, on a quasiment le son du vol d'une tourterelle. Si vous avez eu des tourterelles comme ça, tout près de vous, quand les ailes qui sont assez grandes, en fait, elles se déploient, ou un pigeon, hein, c'est à peu près le même son, qui part, un ramier en particulier, ça part, et donc avec les sons comme ça qui arrivent, eh bien, Alain Marc a réussi à donner quelque chose d'assez fort. Euh, donc, je voulais. Donc, ce sont des exemples. La lecture en est possible, leur interprétation, pas moins. Eh bien, je vais vous donner maintenant, en fait, à voir Pierre Garnier en train de dire un de ses textes. Alors, je vais d'abord vous partager le texte. Donc là, on arrive sur la phrase. Hein. Donc, la phrase de Pierre Garnier, bah, son premier bouquin, le premier recueil de poésie, qui n'est plus. Ça demeure spatialiste dans la mesure où il y a une occupation de l'espace. C'est bilingue. Il y a le Picard qui est suivi du quatrain, s'il y a quatre vers c'est pas le cas là, mais là ça l'est, en français. Donc voilà, les deux textes sont juxtaposés. Il y a une occupation de l'espace évidente. Il peut y avoir quelques dessins qui peuvent accompagner, qui peuvent euh, téléguider, téléporter le lecteur. Mais la construction reste quand même une construction très poétique, par allusion. On n'est pas dans un récit linéaire, bien que Pierre Garnier parle de sa poésie spatialiste et de sa poésie linéaire. Linéaire, c'est quand il écrit des lignes. Ça ne veut pas dire que l'histoire est linéaire. Il peut y avoir des remontées dans le temps, il peut y avoir des flashbacks, et puis voilà, des situations temporelles. Et donc, je vous partage le texte que vous allez ensuite pouvoir entendre et voir par Pierre Garnier lui-même. Donc là, j'ai repris à partir des différentes pages qu'il y a dans Jbiotan. Donc le beau temps, le Jbiotan, ce sont les beaux jours, hein, c'est l'été aussi, hein, c'est voilà, plusieurs. Puis c'est aussi l'enfance, quand c'est le bon temps, le beau temps. Et donc, bah, c'est les deux premières phrases. Donc, poème pour un tableau noir, donc pour un instituteur, presque, on pourrait dire, derrière le tableau noir. Chez Boine, Père les Picards, chaque croque comme des douchettes. C'est bon de parler Picard, ça croque comme de la mâche. Et c'est vrai que la mâche, ça croque, et en Picard, c'est de la doucette. Voilà. Et donc, vous allez avoir ces textes, bon, je vous les transmettrai, bien sûr, qui vont être dits par Pierre Garnier. C'était un- une réunion qui avait eu lieu à Beauvais, dans le cadre de chez Web, organisée par l'agence Paul Picard. Et puis, donc, ben, on va avoir différents personnages. Il va y avoir Théonne, donc là à Amiens, Théonne, c'est la grand-mère qui va, qui est au moment du mois 2, donc c'est à la fois la moisson et le mois d'août, le temps va passer, on va passer des crêpes de la Chandeleur, alors on est dedans, enfin, c'est pas la Chandeleur, on est à Mardi-Gras, mais bon, ce sont des crêpes aussi, et puis on va arriver comme ça jusqu'au soleil, et à la fin, au soleil du mois d'août, et à la fin, donc entre deux, il y aura l'oiseau, et puis, il va y avoir le grand-père, donc Jetéon, qui retourne Saint-Gardin et qui dit Zoé, euh, je fouais tourner la terre, je fouais tourner le terre. Voilà. Alors, plutôt que de gaspiller cette lecture comme ça linéaire, je vais vous passer donc la vidéo de Pierre. Alors, hop, 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 hop. Voilà, je mets à zéro. Je partage la vidéo. Voilà. C'est bon? Olivier, c'est bon. Ouais. Chez moi, Père les Picards.
chaque robe comme des touchettes. C'est bon de parler picard, ça croque comme de la mâche. Emtaillon adresse acide, Drivière Saint-Cassis, Steuter, Esperche Pass, Pi chez Schlerbu, Jevin chez Landimol, Acandier Piche-Moitu, Corazon et Soleil, Picache-Puchène chez Rayon. Ma grand-mère reste assise derrière son carreau, le ciel tourne, le berger passe, et c'est l'orage, le vent, les crêpes à la chandeleur, et la moisson où l'on rassemble le soleil et où on glane les rayons. Elle dit, nous sommes le 22 mai, le printemps revenu en aile. Il y a des siècles et des siècles. Et tout à coup, un printemps qui revient des printemps d'autrefois. Ma grand-mère sourit et son petit chien aussi sourit. Elle dit, au somme, elle 22 mai. J'pieutant y guéren d'un aile. Il y a des siècles et puis des siècles. Puis tout d'un coup, un vieux temps, il s'arvient des vieux temps et d'antra. Emtaillon, elle sourit. Chaque chien, il sourit, lit et tout. Sur la place du village, une mairie, une maison d'école, une église. La Trinité, ça chante l'éternité comme un trèfle à 4 feuilles. Sur le plage des villages, une mairie, une maison d'école, une église, elle Trinité. Chacun est l'éternité, comme un tramman à 4 feuilles. Encore un, parce que ça fait. L'enfant vivait encore au temps où les bergers parlaient aux anges, aux oiseaux, aux enfants. Mon grand-père retournait son jardin, il disait « Je fais tourner la terre ». Stefan, il vivait queer, d'Antin, d'où chez Berger, il parlait à Zange, à Zosieux, à Zéphon. Maintenant, il retournait son jardin, il disait « Je fais tourner la terre ». Là, je crois. Ben, vous pourrez regarder à nouveau hein, ces différentes interventions, vous aurez les liens. Donc vous voyez, donc on est dans des choses faut relire, hein, faut pas simplement les aborder en une seule fois, ça demande toujours plus de recul. Ça, c'est dans le recueil Biotan qui est de 2005. Précédemment, il y avait donc eu les premiers, tout premiers textes donc plus long, des textes faits de phrases, Ulterabet et puis Ulteraltet, donc en 95 et 96, donc en 10 ans de temps. Et puis entre deux, donc il y a eu Shkatieu de Pikini qui ont été édités par les éditions du Cas, alors avec trois versions. Une version de Pierre Rivard, une d'Olivier Angelard, si je ne me trompe pas, et puis la version de Pierre Garnier, donc des réécritures. Donc simplement se concentrer sur le travail fait par Pierre Garnier initialement. Vous voyez la couverture, il y a... Alors, Piquigny, c'est à l'ouest d'Amiens, c'est le pays quasiment de Léon Goudalier, dont je vous ai parlé aussi, c'est juste à côté d'Angers-sur-Somme. Il y a la mort qui est présente, il y a ce château qui est en ruine, alors ce sont des belles ruines quand même, mais qui est malgré tout en ruine. Il y a un clocher d'église, c'est un château qui continue à avoir une vie culturelle. Et puis, c'est un château dans lequel il y a, comme bien souvent, des souterrains, des mystères, des choses comme ça, et donc des lieux un petit peu le hâte. Et au pied, il va y avoir la rivière Somme, les étangs de la Somme, et là, il peut y avoir un pêcheur.
quand c'est un pêcheur à la ligne, ce pêcheur-là, c'est le père, c'est André Garnier, c'est le père de Pierre. Et puis, donc, il y a ce rapport à la nature. Donc là, pas forcément l'oiseau, ça peut être le poisson, mais le rapport à la nature qu'il faut préserver, qu'il ne faut pas surexploiter. Et donc, ben là aussi, Pierre Garnier a donné une lecture. Je vais vous montrer donc comment vous aurez hein, ce que je vous montre là. Donc, le texte tel qu'il est publié. Hein. Dans l'édition originale, c'est repris dans le bouquin Picardie de la vague verte hein, que je disais, au Catieux de Piquigny, au poème au Catieux. Donc là, c'est voilà, donc il y a vraiment la forme poétique qui est présente dès le titre du recueil. Et puis donc il y a sur ces 3 pages-là qui vont être dites par Pierre Garnier et bah là, juste à droite, à côté, là, c'est ici où il y a cette phrase, là, que je vous entoure, là, comme ça, bah, c'est mal fait, mais bon, c'est comme ça. Au vivons peu, au mourrons peu, au poème, au Catieux. Voilà, donc là, ce rapport à la mort, qui n'est pas une angoisse hein, chez Pierre Garnier, hein, c'est une interrogation, et puis c'est aussi une manière d'aborder la réalité. Donc, je vais vous partager la vidéo qui existe, qui a été saisie dans les mêmes conditions que la précédente. Oh, voilà. Alors, donc voilà, on va partager. Donc là, il y a pas de français. Hein, Chez toi la gemme, aux allons d'Ashkatio, il est tout blanc, il est tout noir. Il rameuvé, je blanc du jour, et je noir d'un nuit étoilée. Hormis chez Caillouchon, ses soldats, chez Berby, chez Catieux de Piquigny, chez toi, à la même cause. Chaud ou chaud, j'ai ramené à Chenazu à Chemem, à lui chez les toiles. Et puis, à Chenoir, une tête, chez Noir, d'un océan bleu, comme dans chez Souterrain des Catieux de Piquigny. On y voit rien. Il fait, je leur signaux, il cante pour que je vieux, il commence à lire. Sinon, il ne voit rien. Nous arrivions à Tchonker, au mangeon de tarte à Prugneux chez Madame Vess, puis au Grand Clanche Catieux. Chez tous les pays, tout qu'on n'arrive jamais. Sitôt là, eux, aux avions encore touchants, et de l'histoire à faire. Chaud en fille si point. Il n'y a pas de fin à l'histoire, à ce poème, il n'y a pas de fin à ce Catieux de Piquigny. Catieux, chez les décons et tout partout. Chez partout mon Saint-Lô, vers chez Lintaille, vers chez Ruissieux, vers chez Pichon. Et chez Pichon, c'est un coin sympa. C'est encore une éternité, d'où qui se mûche. Il s'enfonce dans le nache, d'un cheval. L'eau, chez Pétieux, ils peuvent les prendre. Même s'ils ont escaté les vifs près des barrières. Quand je vis des vifs, et je pense à Jeanne d'Arc qui fut brûlée, à Christ qui lui a été clevé. À chez vifs, ils sont rapprochés vifs à Schlamson, un plein d'âge d'eau, juste d'un chevreuillet, eux, les arrêtent, d'un cher à le penser. Comment chez Pétieux peuvent-ils avoir ce genre d'eau? Catieux de Piquigny, il est l'eau, un eux, comme Stein. Chez Ataille, chez des juges Catieux. Piquigny, chez des juges Catieux. Comme le terre, chez les Jolterres. Et j'ai pas loin le ciel, chez les étoiles, il n'y a qu'à atteindre le main. Piquigny, chez toi, un grand Catieux, un beau Catieux, un bourg qui pouvait mûcher la fleur et chevrette, un Catieux invincible. Mais j'tin, j'dis qu'il fouet et j'dis qu'il passe, il a gratté pierre à pierre
en offrait de chair, et en 4 ou 5 siècles, il offrait à le chemin de travail que chez avions suivi d'Amiens en une journée chauffeur même. On n'allons pas dramatiser, comme chez Cathieu, comme chez Osieux, au vivons peu, au mourons peu, je sais pas grand-chose. Et j'en reviens toujours au même, au vivons peu, au mourons peu. Chez Cathieu, il se couchait dans nos jeux. Puisqu'Cray qui vient de chez mère, elle resterait seule. Chez mère, elle sortirait. Il reste cette belle Cray fouette des chauds squelettes, bien gros. C'est je paradis. Cray et quitte comme je soleil. Donc ça se termine avec éclite comme soleil. Donc éclite, c'est éclitera, hein, c'est éclate et c'est écliterait. C'est là la forme de ce cœur de Marie qui donne différents rayons de couleurs. Cette partie du poème qui est lue par Pierre Garnier, il y a l'allusion à son enfance, son adolescence même, hein, le bombardement d'Amiens, l'histoire qui est rayée en une journée, comme celle du château de Picquigny a pu être rayée par plusieurs siècles. Il y a ces rapports au temps. Et puis, vous le relirez, vous verrez comment on passe de la nature vivante, le poisson, à la craie, donc au côté minéral de ce qui entoure. Et la minéralité, quelque part, ça peut être aussi la mort qui arrive là. Et puis, donc, la mort, ça peut être la mort d'un paysage, d'un bâtiment. Voilà, il n'y a pas que la mort des individus vivants. Alors, là, un petit mot sur la retrouvaille de Pierre Garnier avec le Picard. Eh bien, c'est Pierre Rivard qui en est le maître d'œuvre. Pierre Rivard le dit dans une conférence, une des rares conférences où il s'est laissé filmer, donc qui est aussi en ligne. Vous aurez le lien. Donc, il écrit bien, enfin, il décrit bien Pierre Rivard comment il a fait en sorte d'assurer à Pierre Garnier la réappropriation de sa langue à travers des phrases, à travers son écriture, ce qui a amené à ces éditions, là, par le Jardin ouvrier, là, les petits fascicules, ce qui a amené au château de Picquigny. Et donc, il a bénéficié, Pierre Garnier, de la relecture par Pierre Rivard et de l'accompagnement dans l'écriture. Les textes des années 60 étaient calqués sur l'écriture de René Debris, et plus phonétique, enfin plus rigide. Et puis le système graphique de Pierre Rivard qui est beaucoup plus proche de la prononciation des mots. Donc tout ça, ça a été un tout qui l'a conforté pour l'amener donc à publier, somme toute, non pas les 4 petits livres que je vous ai dit là, mais il y en a encore un qui est plus récent, qui est celui-ci, qui est Chronique des paysages picards, où il y a beaucoup de textes en français qui parle des paysages picards. Alors, c'est assez intéressant à voir la position de Pierre Gagné, comment elle va non pas évoluer, mais comment elle s'est exprimée différemment sur une cinquantaine d'années, une grosse quarantaine d'années en tout cas, sur son non-enracinement dans une région. D'ailleurs, là, il dit à un moment donné que la poésie spatialiste, c'est pas une poésie de racine qui ne bouge pas, c'est une poésie qui s'échappe, hein, c'est le vol de l'oiseau, donc elle n'a pas d'accroche physique permanente avec un territoire, mais ce territoire-là, c'est quand même le sien. Et donc, il y est attaché. Et donc, cet attachement est un attachement spirituel. Et c'est exprimé dans plusieurs textes dedans. Alors là, j'ai mis un petit marque-page pour vous montrer en fait la poésie spatialiste de Pierre Garnier dans ses dernières approches. Donc là, on est avec des dessins. On est avec des dessins. Et parfois, le même dessin va être une espèce d'escargot qui va pouvoir dire beaucoup, beaucoup de choses et qui vont être exprimées qui vont exprimer différents moments. On retrouve aussi le poisson, mais donc je vais trouver l'escargot. Bien sûr, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. C'est toujours comme ça. Voilà, voilà. Il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs comme ça, plusieurs dessins d'escargots. Enfin, d'escargots, de spirales, hein. Donc, c'est pas toujours le calimuchon qu'on vient d'entendre, parce que je viens d'entendre calimuchon, que c'est comme ça. Donc, on a ces choses-là. Et puis, ça peut se traduire, ça peut traduire un adverbe, par exemple.
C'est-à-dire que le doucement, hein, duchètement, ça peut être traduit par cette rondeur-là. Donc ça peut être aussi bien les amoureux, un baiser, alors ça tombe bien, c'était à Saint-Valentin hier, voilà, la lune, enfin des choses comme ça. Donc chaque image, cette superposition d'images superposition dans la lecture, va donner une impression globale. Et comme il est dit au début qu'il faut picorer, on va lire ce qu'on veut où on veut. C'est pas une lecture linéaire qui est imposée par l'auteur. Mais c'est ce que j'ai fait. Et donc, bah, j'ai trouvé ça très, très plaisant. En fin de compte, je ne dis pas de l'ouvrir n'importe où. Je n'ai pas ouvert n'importe où, mais de l'ouvrir un petit peu au hasard. Et puis après, de se plonger dans les pages qui suivent. Et puis de revenir à d'autres passages. Et effectivement, c'est une poésie très, très intemporelle. Alors, dans ce recueil, au-delà donc des poèmes que je vous ai montrés là, il y a un autre ouvrage complet qui s'appelle le livre. Donc, je vais vous le présenter. Alors, présenter un extrait, parce que ça serait pas bien quand même de présenter tout. Et puis, par ailleurs, ça gâcherait beaucoup de plaisir. Donc là, j'ai fait un montage. Donc là, le texte est présenté avec deux versants. Le Picard sur la gauche, euh, le français à droite. Donc, les deux pages s'ouvrent, donc il y a un côté axial. Bon, j'ai ajouté la copie de la couverture hein, du livre, ça c'est pas d'origine. Et puis à chaque fois que vous avez un trait blanc, là c'est une découpe que j'ai fait dans le texte. Mais je vais vous lire les parties à gauche, donc la partie en picard. Schlieve. Schnazu, il prend un livre, il l'ouvre sur le table, et Schlieve, il s'ébrouille. Chez page, il se lève, chez des rayons, et Schlieve ouvert, chez un soleil. Schnazu, il rebelle Schlieve, un pierre sur le table. Puis un huit qui se trouve. Puis Schlieve, il commun charmué. Je sais pas, je dessine un cercle. Schlieve, il oupe la mer, alter, chez étoiles. Ouper, c'est donc accueillir. C'est parce que dans certains cas, ça peut être un cri qui effraie aussi. Mais là, c'est accueillir. L'étoile fait évidemment partie du vocabulaire de la poésie spatialiste, hein. Là, c'est très, très fréquent, l'étoile. Et donc là, on est avec le livre, et puis donc on est dans un paysage maritime, hein. Il y a une huître qui s'ouvre comme un. Plus loin, et plus long, comme si je soleil y étoilait d'un fond, des poèmes et un surface. Et chez l'écriture, chez des rayons, un poème, je rayonne. Chez des soleil, blanc, propre, il porte et l'arc-en-ciel. Schnazu irbe chez pleuve d'un chez rayon, et chez rayon, il chète à travers et chez pleuve. Donc il y a l'enfant, le paysage, la pluie, il y a tout ce mouvement qui s'organise dans le regard vers bah, la, la mer, en fait, hein, vers la jetée. Et donc, je n'ai pas fait de montage hein, autour de la photo. Donc, il y a une photo qui est en, comment, en, en miroir. C'était pourtant pas difficile à trouver, en miroir pour compléter, alors qu'au tout début du texte, on a juste le haut de la photo qui est là et qui laisse donc planer une part de mystère. Alors, je vous ai donc fait un panorama de l'œuvre de Garnier. J'espère de ne pas en avoir gâché la poésie. Euh, il avait été posé la question dans la conférence de Pierre Ivard sur Pierre Garnier, si Pierre Garnier avait été influent. Et la réponse de Pierre Ivard était plus globalement non. Pierre Garnier n'a pas fait école. Ceci dit, c'est vrai si on veut, mais ce n'est pas complètement vrai parce que déjà, tout à l'heure, dans des textes picards, là, comme ça, on a des textes à la manière de. Et puis, donc on va en regarder un tout de suite après. Et puis, Pierre Ivard lui-même avait rassemblé des amis, Pierre Garnier et ses amis picards, et pas de sœur Layeur, où là, il y a de nombreux auteurs qui sont rassemblés, dont Pierre Garnier, autour de l'œuvre et en hommage à Pierre Garnier, avec des textes qui peuvent avoir
une disposition dans l'espace. Alors, ce sont des phrases, si on veut, ce ne sont pas spécifiquement des mots, mais on est quand même à la manière d'eux. Donc, évidemment, c'est un hommage, donc il est assez logique quand même qu'on pense à Pierre Garnier en écrivant, et puis donc à ce qu'il a pu transmettre, et donc à cette manière-là de réinterpréter chacun la sienne. Et puis, l'Agence pour le Picard, il y a quelques années, avait, avec une enseignante du lycée d'Albert, au nord d'Amiens, entre Amiens et puis Bapaume, fait un travail pédagogique qui a été publié dans ce recueil. Je pense qu'Olivier pourra faire savoir s'il en reste encore à l'agence, qui s'appelle Inc. Il en reste 5. Donc, vous voyez, faut se dépêcher. Donc, c'est un travail pédagogique. Inc comme l'encre que l'on puise, mais la ville d'Albert, le nom historique d'Albert, c'est le nom de la rivière qui y passe, et c'est aussi l'encre. Hein, donc, et c'est Inc en Picard. Donc, on peut avoir l'encre et la rivière, l'encre de la plume. Et donc, il y a une écriture. Et dedans, ce sont des élèves qui ont fait tout un travail. Mais j'ai trouvé ça, et je l'ai relu là, forcément pour préparer, mais j'en avais gardé un souvenir. Je me dis, mais il y a un travail de pédagogie, de transposition. Tiens, là, par exemple, vous voyez, là, voix, voué. Ouais. Et donc, là, et on voit, alors, hop, c'est comme ça, voilà, on voit la bouche, on sent on sent le son qui sort. Je veux dire, c'est une bande dessinée en 4 lettres, et l'explication qui est donnée par l'élève en face de sa volonté, de sa manière d'avoir travaillé donc ce texte. Alors, on va regarder rapidement enfin une seule page, mais donc je vais la partager, avec à la fois un écrit de Jacques Guigné. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Jacques Guigné, publié en 1976 dans le livre des textes Picard pour aujourd'hui. Et donc là, Jacques Guigné est beaucoup plus proche d'Apollinaire, hein, dans la forme graphique. Et Avoir est Street, voilà, on a un poteau, et puis là, il écrit Avoir est Street, et donc on imagine bien quand même quelqu'un euh, qui est sous, hein, voilà. Donc là, mais il y a d'autres poèmes de Pierre, de Jacques Guigné, qui sont aussi dans ce recueil, qui sont parfois des textes plus confus, mais donc ils ne sont pas des mots, hein, ce sont des phrases, donc on n'est pas tout à fait dans Pierre Garnier. Par contre, mais c'est contemporain. Par contre, dans Inc, là tout en bas, vous avez Souglou. On lit Souglou, et pourtant le haut n'est pas à sa place. Le haut, eh ben, il a le hockey, quoi. Et le Souglou, c'est le hockey. Et ça, je trouve ça magnifique. J'aurais jamais eu l'idée d'écrire ça, de le mettre en page. Et puis, c'est fait avec des lettres. Ça n'est pas écrit à la main. Hein, c'est fait avec une machine. Ça a été travaillé de manière vraiment pédagogique, avec beaucoup de respect, donc par cet élève, là, Baptiste Goulieu, que je ne connais pas du tout, et puis qui explique sur la page de droite, bah, comment il a pu arriver à interpréter ce simple mot. Et ça, je trouve que bah, si on peut faire des choses comme ça avec le Picard, c'est une matière qu'on doit pouvoir s'approprier, et puis conserver, et puis pourquoi pas partager également. Et c'est à la fois visuel, mais c'est aussi... Si vous voulez dire ça, il y a quelque chose qui reste quand même coincé au fond de ce gars. Et puis bon, pour terminer, pour vous signaler, si vous tombez sur cette plaquette-là qui était distribuée gratuitement par la bibliothèque départementale de la Somme, tout un hommage sur le travail complet, une rétrospective de la poésie de Pierre Garnier. C'était fait de son vivant, en sa présence, hein, il était présent à l'inauguration. Ça avait été fait par Françoise Racine, dont le mari, Jean-Pierre Boll, a souvent fait de très belles et nombreuses photos, et dont de Pierre Garnier. Et donc ce travail avait été édité. Alors, si vous allez à la bibliothèque départementale, ça m'étonnerait fort qu'il n'en reste pas dans un carton, dans un coin. Ça remonte à 2002, si je ne me trompe pas. Mais ça reste une somme assez intéressante, et particulièrement sur le français, avec des témoignages, alors je ne vais pas dire sous forme d'interview, mais des passages de témoignages de Pierre Garnier sur pourquoi il écrit, comment ça s'est transmis, et puis le travail aussi avec Ilse Garnier, et la bibliographie à jour à cette époque-là. Mais vous aurez une bibliographie. Moi, je vous ai mis que la bibliographie en Picard, parce que sinon, c'est plus 1 heure et demie, là, c'est 3 jours, hein, qu'il faut. Et en plus, ça dépasse amplement mes compétences. Il y a déjà eu des colloques sur Pierre Garnier. Vous verrez que.
Violette Garnier s'est employée à créer une association pour perpétuer le travail de ses parents. Et c'est cette association qui a fait publier la chronique des paysages picards, hein, en particulier. C'est important. Il y a eu des colloques sur Pierre Garnier qui ont été donnés ici et là, un petit peu partout en France ou à l'étranger. Je vous ai mis quelques références. Et puis, je vous invite vraiment à regarder les différentes vidéos que j'ai mises en lien, et notamment celles qui sont gardées aux archives de l'INA, qui vous permettront de voir un Pierre Garnier jeune avec un Jacques Darras jeune, c'est-à-dire il y a 40 ans, qui se promènent au parc du Marcanterre et qui ont plaisir à converser entre amis, entre poètes, et puis entre écrivains, et puis entre créateurs et imagineurs, tout en étant dans une Picardie qu'ils affectionnaient ils affectionnent l'un et l'autre, hein. Jacques Darras, c'est toujours des nôtres, et donc qu'ils affectionnent à ce moment-là et qu'ils partagent, et ils se tutoient. Enfin, c'est très, très agréable, c'est pas long du tout. Et puis la conférence d'Olivier sur Éclitra, celle de Pierre Garnier, celle de Pierre Ivard sur Pierre Garnier, et puis les interprétations d'Alain Marc. Vous avez eu Pic Boom, et vous aurez aussi et puis vous aurez donc ces deux interventions de Pierre Garnier chez Web du Beauvaisis. Voilà, écoutez, je suis fin content d'avoir partagé ce moment-là avec vous. C'était une exploration spatiale.